Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler des projets de nodes dans la DeFi. Ce ne sont pas des nœuds validateurs, mais des projets avec une forte Ponzi mix, voire des simples Ponzi pour la majorité d'entre eux. Et aujourd'hui, je voudrais surtout faire un bilan de cet espace qui a désormais même un peu plus d'un an si on prend Drip comme, disons, un projet de node. Alors, il ne porte pas le nom de node, mais ça fonctionne sur le même principe. Les autres portent le nom de node, mais ça ne signifie absolument rien. Ce ne sont pas des vrais nœuds validateurs. Trip a été lancé en juillet dernier, là on est quasiment en juin, le projet a quasiment un an, on est revenu quasiment au point de départ pour le projet. Et qu'est-ce qui explique ces descentes au niveau de ces projets-là? On peut aller le voir aussi sur des projets un peu plus récents comme Polarnode qui a reçu un meilleur accueil globalement, on va dire, des gros influenceurs US notamment, et pourtant on retourne à la case départ comme Drip. On va faire le tour d'ailleurs des gros nodes de l'espace. On a ici Chronode qui a eu un maximum jusqu'à 45 voire 50 dollars. Aujourd'hui, ça vaut moins de 1 dollar à 50 centimes seulement le CRN. Donc on a fait une Luna entre guillemets. Même direction. Lava qui est sorti il n'y a pas longtemps et dont j'ai parlé sur ma chaîne à déjà deux reprises. Incapable d'attirer de nouveaux investisseurs. On est toujours au-dessus du prix de lancement qui est à 50 centimes. Vous voyez que le FIB a été tiré à partir des niveaux des 50 centimes. On est toujours au-dessus, près de deux fois plus. Là, pour l'instant, les gens ne font que cash out et à raison, vu que si j'étais dedans, j'aurais fait la même chose, vu que les gens ne cherchent qu'à, pour l'instant, retirer leur investissement principal dans un navire qui a l'air de couler. On a Hive, un projet qui a été hautement hypé sur la toile et on voit qu'on est en dessous du prix du lancement avec donc le token qui s'effondre de la même manière. Les seuls qui ont eu un grand runway, c'est-à-dire une longue période de phase de haut, ce sont les premiers, à savoir Strong qui est devenu Stronger par la suite et qui offre aujourd'hui un rebond. Alors c'est particulier, c'est simplement qu'ils ont invalidé une grande partie des nodes, à savoir quasiment la majorité d'entre eux. Ils ont adopté un modèle de node qui est dépéri comme Horde. Ceux-ci offrent 20 tokens par node maximum depuis aujourd'hui seulement. La création d'un node nécessite 10 tokens, donc un retour sur investissement de 100% en termes de tokens, puisque les 10 qu'on a mis au départ, on les avait déjà. Après, ça se passe sur Ethereum avec les frais que l'on connaît. Donc selon les calculs, même si le prix reste à niveau constant, il y a des frais de maintenance, on pourrait être à zéro de gain, voire négatif, même si le prix reste constant. Là, il y a une hausse parce que simplement les acheteurs n'ont pas rencontré la pression vendeuse perpétuelle qu'il y a eu, comme vous le voyez là. Et ça, c'est depuis la V2 du token qui est passé donc du non strong à stronger. Mais sinon, la chute de cette montagne-là est bien en amont du lancement de ce token-là. On va voir par exemple sur Tor, qui est aussi un des vieux projets dans cet espace-là. Vous voyez pareil, Tor, lui, a atteint des sommets jusqu'à plus de 400 dollars. Aujourd'hui, il a 5 dollars seulement le token. Etherstone, qui est sur Avax et pas sur Ethereum. Après un lancement en fanfare, très vite ça a corrigé. On voit que le sommet de l'apex, le point d'équilibre entre les entrées et sorties, est atteint relativement rapidement par les nouveaux entrants, comme si les gens savaient, voilà, il faut entrer rapidement dessus et ensuite cash out son principal assez vite et ensuite profiter des petits profits qu'il y a au cours du temps. Faute d'utilité, faute d'un développement qui va au-delà, on reste donc sur les bases de Ponzinomics et donc ça reste des Ponzi tout court puisqu'il n'y a pas de développement au-delà de simplement essayer d'attraper l'argent des nouveaux entrants, mais désormais les gens connaissent bien le jeu et on voit que donc pour les projets qui sont lancés comme Kubo en janvier, avant que l'espace ne soit saturé, on voyait qu'on a eu une montée quand même pendant quasi un mois et demi avant que ça chute. Et là, on est inférieur au prix de départ. Il y a aussi Fire, dont le prix a été extrêmement élevé. On était autour des 700 dollars, un peu moins de 800. Aujourd'hui, on est à 15 dollars seulement. On est retourné au prix de lancement. Alors, la première question, c'est est-ce que maintenant que ces prix ont fortement corrigé, c'est intéressant de rentrer? Absolument pas. Peut-être voir Stronger, mais
Je n'ai pas étudié la question au niveau de la tokenomics, etc. Simplement parce que toutes les personnes qui ont créé des nodes là, et surtout ici, pendant la pre-sale et avant et pendant la première phase, ont des nodes qui sont perpétuels, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais invalidés et tous les jours, ils reçoivent des récompenses qu'ils cash out de manière quotidienne. Tous les jours, cette pression vendeuse-là augmente puisqu'il y a des créations de nodes tous les jours, soit par les premiers créateurs de nodes qui ont composé des intérêts et donc accru leur nombre de nodes et donc accru leur nombre de récompenses, soit par des nouveaux entrants qui ne peuvent pas contrecarrer la descente, la pression vendeuse, qui eux s'ajoutent ensuite dès le deuxième jour à la pression vendeuse générale. Si vous rentrez aujourd'hui sur des projets comme ça, vous devez faire face à tous les nodes qui existent avant la création de vos nodes et si le système reste tel quel, il sera très difficile de cash out. La Strong ou Stronger de son nouveau nom a pris une position très forte, même s'ils ont décidé de créer une chaîne L2 au-dessus de l'Ethereum pour donner une utilité à leurs anciens, pour donner une utilité à leurs nodes existants. On voit qu'ils réagissent un peu trop tard. Il y a tout l'effet d'inertie accumulé de tous les nodes créés en amont auparavant. Et cette pression vendeuse, il faut faire face à elle tous les jours. La Stronger a pris une décision forte en invalidant les nodes, ce qui est contraire par rapport au deal passé au départ. Beaucoup de gens ne sont pas à break-even, surtout ceux qui sont rentrés sur la phase descendante, c'est-à-dire autour du sommet de Strong. Ces personnes-là ne vont quasiment jamais retrouver le ROI. Et surtout, si ces personnes-là ont déjà accumulé 20 récompenses, 20 tokens sur leur node, eh bien, le node est fini et le ROI est perdu. Peut-être que la Stronger va pouvoir entamer à nouveau une phase ascendante vu qu'il n'y aura que 20 tokens délivrés par node. Mais pour le reste, cet espace dans sa configuration actuelle, celui qui a révolutionné le genre, c'est Horde, bien sûr, vous connaissez le projet puisque ce projet a déjà eu droit à plusieurs épisodes sur ma chaîne. On voit que le prix est bien maintenu. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir un de mes épisodes précédents où je reviens sur comment marche le Liquid Management Wallet, le wallet qui manage la liquidité. Et le prix est bien respecté entre ces deux bornes. Le 11 avril, c'est le jour où on a changé ces bornes. Au début, c'était entre 95, je crois, et 105. Et ensuite, ils ont décidé d'augmenter le range de ce prix à 99 et 112. Et un des bénéfices d'un prix fixe, non seulement bien sûr pour les investisseurs, c'est d'avoir une lisibilité sur l'avenir si le protocole ne s'effondre pas. Pour ça, pareil, je vous invite à aller voir une de mes vidéos précédentes pour savoir comment cela se passe au niveau des liquidités dans le contrat. L'autre bénéfice également, si on va par exemple sur un autre projet que j'ai couvert, Lava, mais ça concerne tous les projets Node sans exception, sauf Horde, c'est que lorsqu'on vient lancer un tel projet à base de Fort Ponzi Mix avec un prix en plus qu'on n'arrive pas à maintenir fixe, c'est que lorsque le projet est lancé, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter via la hype du lancement et les personnes qui cash out pendant cette montée de prix, à savoir encore aujourd'hui, puisque les récompenses aujourd'hui, le prix du token est encore supérieur à celui de la précelle qui était de 50 centimes. Il faut savoir que par exemple, celui qui a pris un node à 50 centimes et qui avait, disons, une récompense de 1% par jour, c'est un peu plus pour Lava pour le plus haut tiers, mais peu importe, disons, prenons 1%. Le token fait, donc en quelques jours, ici, 1 x 6 x 7. Disons 1 x 6. Quand les personnes vont faire x 6, ils ne vont pas cash out 1% de leur récompense journalière. Ils vont bien sûr cash out 1% de la récompense journalière, mais qui va représenter cette fois-ci en valeur 6% de ce qu'ils ont mis au départ et non 1%, ce qui vide la LP bien plus rapidement et d'où cette baisse continuelle aussi parce que faute de nouveaux entrants, eh bien on fait que vider la LP et ça donne disons un runway, une durabilité de vie de ces projets-là beaucoup moins longue. Alors que sur Horde, vous rentrez à 100$, vous sortez à 100$. Grosso modo, bien sûr, dans le range de prix qui est donné. Et donc, vous ne videz pas aussi vite la LP. Ceux qui viennent créer un plot chez Horde ne vont être autour de la ROI qu'au bout de 100 jours. Ça, on le sait, c'est donné dans le système. Après, bien sûr, il y aura 200 jours dans lesquels ces personnes-là pourront prendre des récompenses au-delà de ce qu'ils ont mis. Mais on sait que de base, quand le projet a été lancé, il y a un runway à minima de 3 mois. Au-delà de ça, Horde s'appuie aussi sur les mêmes bases de Ponzi Mix, à savoir l'argent des nouveaux entrants, mais
également sur des plots qui viennent invalides au bout de 300 jours, soit de 30 tokens par plot qui valent 10, donc un bénéfice de 20 tokens horde. Les autres moyens qu'ils ont mis en place, alors d'autres nodes veulent le faire également, c'est notamment un play to earn, Tor en parlait depuis déjà aussi un certain temps, mais ils vont développer aussi des services autour de leur liquid management qu'ils vont proposer comme un service à d'autres projets et retirer des revenus autour de ça, ce qui permettrait également de compenser un manque de nouveaux entrants si cela devrait avoir lieu. Le premier challenge de Horde, c'est bien sûr entre les centièmes et 300e jours. Au 300e jour et au-delà, normalement, cela pourrait se faciliter puisque tous les jours, il y aura des plots qui vont disparaître. Le mien, par exemple, créé au premier jour, disparaîtra au 301e jour et ainsi de suite pour tous ceux qui ont créé les plots au jour 1, au jour 2, au jour 3, etc., etc. Tous ces plots vont disparaître petit à petit, progressivement, en comptant sur le play to earn et la diversification du projet en proposant leur service à d'autres protocoles, de pouvoir amener davantage de revenus dans ce protocole-là pour assurer justement les 200 jours restants après le centième jour de ROI. Alors que sur les autres projets, le runway, c'est-à-dire avant que les personnes qui ont créé leur premier node viennent à être à break-even, à récupérer leur ROI, peut-être être en plus court. Ceux qui ont créé un node Tor assez vite ici, par exemple, s'ils ont cash out sur les jours suivants, admettons à ces niveaux-là, on est à 12 000% de gains de récompense par rapport à leur récompense journalière. Donc ils ont très bien pu, en fonction du nombre des récompenses qu'il y a, ça je ne sais pas, j'ai pas vu le détail sur Tor, avoir été break-even au bout de 9 jours seulement. Et ensuite, sur toute cette période-là, s'il n'y a pas de nouveaux entrants, et ce qui est le cas, qui a eu, parvient à contrebalancer la sortie des possesseurs de nodes, eh bien, le prix ne fait que s'effondrer. Sur l'ensemble de tous ces projets-là, les seules personnes qui arrivent à bénéficier, à être break-even, c'est ceux qui ont été là dès le départ, le plus souvent lors de la pré-sale, sinon, voire sur les premiers jours d'inception, quand le prix n'a pas décollé de cette manière-là. Ceux qui ont pris là, je pense qu'ils sont également à break-even ou en profit. Et à moins que cet espace arrive à se renouveler et proposer un modèle à la Horde, ou en tout cas un modèle amélioré au-delà de ce que Horde propose déjà, eh bien ces projets-là sont voués à l'échec. Le dernier projet dont je vous ai parlé, un des derniers projets dont je vous ai parlé, qui est Valify, je maintiens ce que j'ai dit. Je chercherai à cash out le plus rapidement possible pour retrouver mon investissement principal, puisque là, on est encore sur la pré-sale et qu'on devrait avoir un prix de lancement supérieur, donc au moins quelques tokens vendus à prix supérieur. Ensuite, il faudra voir comment les dominos tombent, mais là, il a clairement un intérêt déclinant en raison du bear market sur les 50 000 Yieldbox qu'on peut créer en tout et pour tout. Alors, on a jusqu'au 27-28 mai pour créer ces Yieldbox. Il y en a que 2200 créés sur les 50 000 possibles. Donc, vous voyez que l'intérêt est plutôt moindre même sur la pré-sale. Il se pourrait qu'après le lancement, on assiste, comme pour la Vanode, à un manque de volume flagrant et un cash-out qui soit constant. On voit que le volume est devenu assez famélique. On est à 14 000 $ par jour. Si on va sur Horde, vous allez voir que le volume, lui, est beaucoup plus intéressant. On est à 110 000 $ par jour d'échange sur cette plateforme. Concernant Valify, la seule chose qui pourrait peut-être sauver, entre guillemets, c'est la stabilisation du prix. Alors, leur deal a été foiré avec Horde. Ils ont essayé de profiter du service de liquidity management de Horde et le deal n'a pas eu lieu. Donc, ils vont faire ça eux-mêmes. Ils appellent ça Stable Price Algorithm, donc un algorithme appelé SPA. Il n'y a pas d'anime en jeu, je vous rassure. Et ils n'auront pas leur DEX interne. Ça va se passer sur Trader Joe. Ils vont développer ça eux-mêmes avec moins d'outils, moins de, on va dire, de sophistication que Horde, puisque il y a beaucoup moins de choses qui sont faites autour. Ça a été pensé aussi, non pas, je dirais à la va-vite, mais disons dans les derniers instants du lancement, puisque quand le projet a été lancé il y a déjà 2 mois, enfin lancé, lorsque le mint des clés légendaires des NFT qui ont été proposés. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce projet-là, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui en parle. Ils n'avaient pas réfléchi à tout ça et c'est plutôt récent. Ce que tous ces projets-là sont en train de faire, c'est de jouer aux pompiers. Alors là, ça marche apparemment pour Stronger, mais ils ont fait une grosse coupe, c'est-à-dire qu'ils ont invalidé la majorité des nodes présents sur
leur écosystème. Pour tout le reste, ils essayent en ce moment de mettre des taxes en place, des taxes de sortie, 10 millions de récompenses. C'est le cas pour Chronodes, c'est le cas pour Polar également, qui a augmenté ses taxes et réduit ses récompenses. Mais ce ne sont que des patchs puisque l'avalanche est déjà créée, c'est-à-dire que la boule de neige a eu le temps de grossir durant toute cette phase-là. Et maintenant, autant au départ, on avait ça comme peut-être taille de pression vendeuse, ça finit par grossir, grossir, et là maintenant c'est peut-être cette taille-là qu'il faut gérer tous les jours. Alors certes, on essaye de la stabiliser à travers les récompenses réduites et les taxes qui augmentent, mais, euh, mais ça ne va pas retourner très très vite à cette taille-là, à moins de faire comme Stronger et d'invalider tous ces nodes qui peuvent cash out quand même tous les jours. On essaye d'arrêter aujourd'hui la taille de cette boule-là, alors qu'au départ, ça aurait été bien plus facile de le faire quand c'était là. Et c'est pour cette raison pour laquelle ces projets-là, pour la plupart, je les considère comme morts parce que la pression vendeuse va être trop forte. Autant si vous allez sur Horde et que vous regardez Wallpaper, vous êtes là depuis le début comme moi, vous pouvez comprendre que la team a réfléchi déjà à tout ça bien en amont et qu'elle ne met pas aujourd'hui de mesures de pompiers en place simplement parce qu'il n'y a pas le feu et qu'ils y avaient réfléchi avant. Ils exécutent simplement leur plan et je rappelle encore une fois la zone de danger entre 100 et 300 jours. Là, on pourrait avoir un dépeg possiblement s'il n'y a pas assez d'entrants. Ensuite, dans cette période-là, il faudrait vraiment qu'ils lancent leur play to earn pour donner une utilité supérieure à leur token et pourquoi pas avoir d'autres clients sur leur protocole de stabilisation de prix. Alors pourquoi Horde n'est pas forqué? La première raison, c'est que c'est close source. Ce sont des sources fermées, le système est hautement centralisé, le plus gros risque c'est un rug pull, comme pour beaucoup de projets. Du coup, les personnes ne peuvent pas prendre le code source et simplement le copier puisqu'il n'est pas disponible. Et on va voir comment Valify s'en sort s'ils arrivent à stabiliser le prix au cours des premiers jours pour Valify autour de 40 $, je le rappelle, pour le lancement. Cela pourrait inciter d'autres personnes à venir sur ce projet-là, puisque l'entrée serait faire, juste entre guillemets. Là, à part ces personnes-là, il y en a eu très peu au final qui ont pu rentrer à moins de 100 $. Tout le monde est rentré à 100 $, sauf les personnes qui ont participé à la pre-sale, et c'est mon cas. Pour ceux qui avaient suivi ma chaîne et qui sont rentrés lors de la pre-sale, vous êtes à break-even depuis déjà un moment. Je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais si vous voulez sécuriser votre investissement principal, faites un cash out de vos récompenses initiales, ce qui vous permet d'être à break-even et ensuite de jouer à ce qu'on appelle la house money, c'est-à-dire l'argent que vous avez gagné. J'en ai fini désormais avec ce bilan de l'espace Node dans la DeFi. J'espère que ce travail d'analyse vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.